Élodie Dubois avait 17 ans cet été 1752, lorsque le soleil de Provence transforma les vignes en mer d'or. Ses cheveux auburn brillaient, comme du cuivre poli dans la lumière intense du sud de la France, et ses yeux verts étaient de la teinte exacte du lierre qui couvrait les murs centenaires de la demeure des Dubois. Sa peau claire brûlait facilement, la désignant comme une personne qui devait rester à l'intérieur, protégée par les épais murs de pierre et les conventions sociales qui emprisonnaient les femmes de sa classe. Fille unique du puissant comte Armand Dubois, Élodie grandit dans le luxe et la solitude. Le domaine familial s'étendait sur des hectares infinis, l'un des plus grands producteurs de vin de Provence, mais la véritable richesse de la famille Dubois provenait d'un domaine bien plus sombre, le commerce colonial. Sucre des Antilles, café du Nouveau Monde, épices des Indes. Chaque barrique de vin vendu dissimulait des fortunes bâties sur la souffrance de milliers de personnes. Le comte Armand conservait sur son domaine ce que peu de nobles français osaient posséder sur le sol européen, des esclaves africains. Il les appelait serviteurs spéciaux lorsqu'il recevait des invités, les présentant comme des pièces exotiques de sa collection personnelle, symbole vivant de son pouvoir et de ses liens avec le lucratif commerce transatlantique. C'était un luxe rare, presque obscène, qui suscitait des rumeurs dans les cours de Marseille et d'Aix-en-Provence. Élodie fut éduquée au couvent des Ursulines de Marseille, où elle apprit le latin, la musique sacrée et les bonnes manières d'une dame de la noblesse. Elle jouait du clavecin avec des doigts délicats, brodait des fleurs sur du lin blanc et gardait les yeux baissés en présence des hommes. Mais il y avait en elle quelque chose que les religieuses ne parvenaient jamais à dompter complètement. Elle lisait Voltaire en cachette dans le jardin du couvent, dévorait des traités sur le droit naturel que les religieuses jugeaient dangereux et posait des questions qu'aucune jeune femme de bonne famille ne devrait poser. « Pourquoi les Africains n'ont-ils pas de nom propre ?» demanda-t-elle un jour à l'aumônier de la famille. « Pourquoi l'Église permet-elle qu'on les traite comme des animaux si nous sommes tous enfants de Dieu ?» Le silence gêné qui suivit ces paroles devint familier au fil des ans. Elle était considérée comme « différente » par l'élite locale, un mot poli pour gênante. Sa mère, Marguerite, était morte en donnant naissance à Élodie. Le comte ne le pardonna jamais à sa fille. Il l'éleva avec un cœur distant et froid, plus soucieux de son image sociale que d'une quelconque affection paternelle. Pour Armand Dubois, Élodie était un investissement, une vierge bien élevée à échanger contre un mariage lucratif, un pion sur l'échiquier de la politique aristocratique. Elle n'était pas aimée. Elle était un accessoire de statut. Mamadou avait 25 ans, mais ses yeux gardaient le souvenir de décennies de souffrance. Son corps grand et musclé était une carte de cicatrices, des marques de fouet qui racontaient des histoires silencieuses de résistance et de châtiment. Chaque ligne blanche sur sa peau sombre témoignait des jours où il refusait de baisser la tête, des moments où sa dignité lui coûtait le sang. Il est né dans un village du Sénégal, fils d'un forgeron respecté et d'une tisserande réputée pour ses étoffes aux couleurs vives. Il avait 18 ans lorsque les chasseurs d'esclaves sont arrivés, des hommes armés qui ont transformé sa vie en cauchemar en quelques heures. Son village a été incendié, sa famille dispersée ou tuée, et il a été enchaîné avec des dizaines d'autres jeunes hommes pour la longue marche vers la côte. La traversée de l'Atlantique fut un enfer dont il avait appris à oublier le souvenir. Des mois passés dans les cales putrides d'un navire négrier, où la mort était son compagnon constant, et où l'humanité était un luxe inaccessible. Il survécut parce qu'il refusa de mourir, une obstination que le comte Dubois interpréterait comme un « esprit docile ». Aux Antilles, Mamadou travailla dans les plantations de canne à sucre pendant 3 ans avant d'être revendu. Cette fois, l'acheteur était un intermédiaire du comte Armand, qui cherchait des esclaves dignes de confiance pour impressionner les visiteurs de son domaine français. Mamadou fut choisi pour son allure imposante et ses rudiments de français appris en écoutant les surveillants. Mais le comte avait profondément sous-estimé l'homme qu'il avait acheté. Mamadou parlait non seulement le français, mais le maîtrisait parfaitement, ayant appris en observant, en écoutant, en absorbant chaque mot avec la discipline de quelqu'un qui comprenait que le savoir était la seule arme qu'on ne pouvait pas lui prendre. Il savait lire, un crime passible de la peine de mort pour les esclaves, mais qu'il pratiquait en secret en utilisant des journaux et des livres oubliés. Son silence n'était pas de la soumission, c'était de la stratégie.
Le comte gardait Mamadou près de lui, non par confiance mais par plaisir sadique. Armand Dubois adorait humilier publiquement quelqu'un de visiblement plus intelligent et méritant que lui. Lors des dîners, il obligeait Mamadou à servir en silence, tout en discutant de théories sur l'infériorité naturelle des Africains. Il observait le visage impassible de l'esclave, cherchant des signes de colère ou de honte, mais ne découvrait jamais rien d'autre qu'un calme inquiétant. Élodie et Mamadou ne s'étaient jamais parlé directement. Le règlement de la maison interdisait toute interaction entre la fille du comte et les esclaves, au-delà des ordres directs. Mais il s'observait avec une curiosité attentive. Il la vit cachée dans le jardin, lisant des livres qu'elle cachait sous ses châles à l'approche de quelqu'un. Elle l'observa au dîner, remarquant l'intelligence tranquille dans son regard, sa façon de comprendre des conversations en latin qu'il n'était pas censé comprendre. Ils étaient deux prisonniers dans des mondes différents, au sein de la même prison. Elle, prisonnière de son genre et de sa classe sociale. Lui, prisonnier de chaînes et du système brutal qui transformait les êtres humains en biens. Aucun d'entre eux n'imaginait que son sort serait scellé par un acte de rébellion. Tout commença par une nuit sans lune de septembre, lorsqu'Élodie découvrit ce que son père projetait de faire de 3 enfants esclaves. Amadou n'avait que 6 ans, sa sœur Fatou 8 ans et le petit Kofi à peine 5 ans. Le comte Armand avait conclu un marché avec un cirque ambulant qui parcourait la France pour présenter des curiosités exotiques, un euphémisme cruel pour désigner des êtres humains transformés en spectacle. Elle entendit la conversation, cachée derrière les lourds rideaux du bureau de son père. Le cirque décrivit avec un enthousiasme obscène comment les enfants seraient exposés dans des cages, vêtus de costumes sauvages, et on leur apprendrait à exécuter des danses primitives devant un public qui paierait grassement pour le spectacle. Le comte négocia le prix comme on vend du bétail, sans sourciller à l'idée de séparer ses enfants de leur mère. Cette nuit-là, Élodie ne dormit pas. Pour la première fois de sa vie privilégiée, elle comprit qu'être témoin du mal sans agir, c'était en être complice. À l'aube, elle avait un plan, désespéré, improvisé, mais un plan quand même. Pendant 3 jours, elle prépara méticuleusement sa rébellion. Elle falsifia des documents en utilisant le sceau de son père, qu'elle avait volé sur son bureau pendant le dîner. Elle copia sa signature des centaines de fois jusqu'à maîtriser chaque courbe de l'écriture arrogante du comte. Elle rédigea les papiers d'affranchissement des 3 enfants, les déclarant libres pour services exceptionnels rendus à la maison de Dubois. Elle a volé les clés du quartier des esclaves dans le porte-clés du majordome, créant une empreinte de cire lors d'une fête distraite. Elle a secrètement engagé un livreur pour le domaine, le payant avec les bijoux de sa mère décédée, afin de transporter 3 neveux à Marseille. Elle a planifié chaque détail la veille de l'arrivée du cirque. Mais elle sous-estima la cupidité de Jean-Baptiste, le contremaître corrompu qui espionnait tous les habitants du domaine, cherchant des informations à vendre au comte. Il la vit quitter le quartier des esclaves, avec les enfants cachés sous des manteaux sombres, et réveilla aussitôt Armand Dubois. Le comte arriva avant qu'Élodie n'atteigne le portail. Des lanternes éclairèrent la scène. Sa fille unique, pieds nus sur le gravier, protégeant 3 enfants africains derrière elle. Ses yeux verts brûlaient de défi, même si les surveillants l'encerclaient. « Vous avez déshonoré ma maison !» La voix du comte résonna dans le quartier endormi. « Vous vous êtes alliés aux animaux. Vous m'avez volé. Vous avez menti. Vous avez conspiré contre votre propre sang. » Les enfants lui furent brutalement arrachés. Fatou pleurait. Amadou hurlait son nom. Le petit Kofi tremblait silencieusement. Élodie tenta de les atteindre, mais les surveillants la maintinrent au sol avec une force qui allait lui laisser des ecchymoses pendant des semaines. Élodie, au lieu de s'agenouiller et de demander pardon comme son père l'espérait, fit ce que personne n'avait jamais osé faire au domaine du bois. Elle regarda le comte droit dans les yeux, un acte d'insubordination qui coupa le souffle aux domestiques présents, et dit d'une voix ferme « Ce sont des humains, père. Ils ont une âme comme nous. Et si Dieu les a créés à son image, pourquoi les traitons-nous comme du bétail ?» Le silence était mortel. Même les grillons semblaient s'arrêter de chanter. Le comte Armand resta immobile pendant de longues secondes, son visage passant du rouge de la colère à une pâleur dangereuse. Puis il sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, un sourire qu'Élodie reconnaissait dans les récits de l'Inquisition.
Tu veux défendre les esclaves, ma fille? Sa voix était basse, presque douce, ce qui la rendait encore plus terrifiante. Alors tu apprendras exactement ce que c'est que d'être traité comme l'une d'elles. Tu comprendras de première main ce que signifie être une propriété. Ce qu'il avait prévu était pire que la mort. Cette nuit-là, sous le ciel sans étoiles de Provence, le comte Armand Dubois convoqua tous les esclaves de sa propriété au quartier des esclaves. Et 37 hommes et femmes furent réveillés par les surveillants à coups de poing et de cris, et chassés de leur misérable quartier sans explication. L'air était chargé de l'odeur de la peur et de la tension électrique qui précède toute catastrophe. Élodie fut traînée par les bras à travers la cour pavée. Ses pieds nus saignaient sur les pavés inégaux, mais les surveillants ne ralentirent pas leur allure. Elle ne portait qu'une fine chemise de nuit en lin, ses cheveux auburn en bataille, tombant sur ses épaules sans les coiffures sophistiquées qu'elle avait toujours portées. Pour la première fois de sa vie, elle paraissait vulnérable, humaine, dépouillée des symboles de sa classe sociale. Le comte Armand grimpa sur un tonneau de vin vide que les surveillants avaient placé au centre du quartier des esclaves. La lumière des torches projetait des ombres dansantes sur les murs de pierre humide, transformant son visage en un masque démoniaque. Les esclaves formaient un demi-cercle approximatif, les yeux baissés, le corps tendu. Puis le comte proclama, sa voix résonnant contre les murs étroits. « Ma fille a désobéi aux lois de cette maison. Elle a tenté de voler des biens qui m'appartiennent. Elle s'est alliée à vous contre le sang de son propre père. » Il marqua une pause dramatique, observant les réactions des esclaves. « Par conséquent, en guise de punition, elle vous sera livrée. Pendant 3 jours et 3 nuits, elle sera votre propriété à tous. Faites d'elle ce que vous voulez. Tel est mon ordre direct. » Le silence qui suivit fut absolu, étouffant. Aucun des esclaves ne bougea. C'était comme si le temps s'était figé en cet instant impossible. Mamadou, au fond du groupe, observait la scène avec une horreur grandissante. Ses mains, cachées derrière son corps, tremblaient de façon incontrôlable pour la première fois depuis des années. Élodie hurla, la voix brisée. « Père, c'est un péché. C'est un crime contre les lois de Dieu et des hommes. Tu ne peux pas faire ça. » Des larmes finirent par couler sur son visage, non pas de peur pour elle-même, mais de la prise de conscience de la cruauté absolue dont son père était capable. Le comte descendit du tonneau d'un geste lent et posé. Il s'approcha de sa fille jusqu'à ce que leurs visages ne soient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. « Je suis la loi ici, Élodie. Sur ce domaine, ma parole est loi, décret et jugement. Et tu seras l'éternel rappel de ce qui arrive à ceux qui osent désobéir. » Il fit signe aux surveillants, qui poussèrent brutalement Élodie dans le quartier des esclaves. Les esclaves reculèrent instinctivement, créant un espace vide autour d'elle. Le comte s'éloigna, ses bottes résonnant dans le silence pesant. Le bruit du cadenas qu'on verrouilla dehors sonna comme un glas. À travers les planches de la porte, la voix du comte résonnait encore à l'intérieur. « Jean-Baptiste, vous et 3 autres hommes montrez la garde. Personne n'entrera, personne ne sortira jusqu'à mon retour dans 3 jours. Quiconque tentera de s'en mêler sera fouetté à mort. » Les contremaîtres prirent position à l'extérieur. Leurs ombres, projetées par la lumière des torches, étaient visibles à travers les fissures des murs en bois. Dans le quartier des esclaves, Élodie était seule avec 37 esclaves, des hommes et des femmes arrachés à leurs terres, enchaînés, transportés comme des marchandises, vendus comme du bétail, des personnes affamées, humiliées, battues et violées par des années d'esclavage brutal. Des êtres humains réduits à l'état de biens, à qui la fille de leur oppresseur était désormais livrée sans protection. L'obscurité des quartiers des esclaves était presque totale, seuls quelques rayons de lune, perçant les planches mal ajustées. Le silence n'était troublé que par la respiration lourde des corps épuisés, et le chant lointain des grillons, indifférents au drame humain. Mais ce qui s'est passé dans ce quartier d'esclaves, personne n'a survécu pour le raconter. Dans les quartiers obscurs des esclaves, Élodie s'attendait à une violence immédiate. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait résonner dans ses oreilles, couvrant tous les autres sons. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable, tandis qu'elle reculait jusqu'à ce que son dos soit contre le mur de pierre froid et humide. Ses yeux ne s'étaient pas encore habitués à l'obscurité quasi totale, et les ombres autour d'elle semblaient se mouvoir comme des créatures vivantes. Elle avait 17 ans, et avait été bercée par des histoires sur la nature sauvage des Africains.
Précepteurs, prêtres et même les religieuses du couvent avaient répété ces mensonges tout au long de son éducation. Mais maintenant, sur le point de subir les conséquences de la cruauté de son père, elle se demandait pour la première fois si ces histoires étaient vraies ou si ce n'étaient que des excuses commodes pour l'injustifiable. Mais les esclaves ne bougèrent pas. Ils restèrent là, immobiles comme des statues dans l'obscurité. Le silence se prolongea. 10 secondes, 20, 1 minute entière. Élodie ne distinguait que de vagues contours, des formes humaines qui respiraient, mais ne bougeaient pas. Puis, un mouvement lent. Une grande silhouette se détacha du groupe, s'approchant d'un pas mesuré et posé. Alors qu'il s'approchait d'un rayon de lune, Élodie reconnut Mamadou. Son visage était grave, mais son regard était dépourvu de la fureur qu'elle redoutait. Il y avait là quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Il s'arrêta à 2 mètres, gardant une distance respectueuse. Lorsqu'il parla, sa voix était calme, maîtrisée et empreinte d'une dignité qui contrastait fortement avec le lieu où ils étaient emprisonnés. « Nous ne sommes pas des monstres comme lui. » Les mots coulèrent dans un français parfait, sans accent, sans hésitation. Vous nous voyez comme des humains, alors que personne d'autre ne nous voyait comme tels. Maintenant, nous allons montrer que nous sommes exactement cela, des humains. Élodie sentit à nouveau des larmes lui brûler les yeux, mais cette fois, ce n'était pas la peur. C'était quelque chose de plus complexe. Soulagement, honte, gratitude, le tout mêlé à une émotion qu'elle ne pouvait décrire avec des mots. Mamadou fit un geste, et les autres esclaves commencèrent à bouger. Mais pas vers elle, mais les uns vers les autres. Ils formèrent un cercle, puis se tournèrent vers l'extérieur, créant une barrière protectrice autour d'Élodie. C'était un bouclier humain, des corps marqués par les fouets et les chaînes se positionnant désormais volontiers entre elle et toute menace. Ama, une femme âgée qui travaillait aux cuisines, s'approcha, portant une tasse en terre cuite. « De l'eau » dit-elle simplement en l'attendant à Élodie, les mains calleuses à force de travailler dur. Sa voix était douce, maternelle, le genre de gentillesse qu'Élodie n'avait jamais reçu de sa propre famille. Youssef, un jeune homme aux bras profondément marqués, retira sa cape déchirée, l'un de ses seuls biens, et la plaça sur les épaules tremblantes d'Élodie. « Pour le froid de la nuit », murmura-t-il, évitant de la regarder directement par respect. Un à un, les esclaves firent de petits gestes d'humanité. L'un offrit un morceau de pain rassis récupéré de leur maigre ration. Un autre disposa de la paille par terre pour créer une sorte de siège. Ils parlèrent doucement, en wolof, en français, des langues qu'Élodie ne reconnaissait pas. Mais le ton était sans équivoque. Ce n'était pas une menace, c'était une protection. Mamadou s'agenouilla près d'elle, gardant une distance raisonnable, les yeux au même niveau que les siens. « Tu as tout risqué pour 3 enfants que tu ne connaissais même pas, » dit-il d'une voix admirative. « Tu as essayé de les libérer, même si tu en connaissais les conséquences. C'est un courage que la plupart des gens ne montrent pas en une vie. Mais j'ai échoué, » murmura Élodie, la voix brisée. « Ils seront quand même vendus. Et maintenant vous êtes tous en danger à cause de moi. »« Tu as réussi, » répondit Mamadou fermement. « Tu nous as montré qu'il existe encore des gens dans ce monde qui choisissent le bien, même dans les moments difficiles, qui voient l'humanité là où on leur a appris à voir la bienséance. » Il marqua une pause, regardant les autres esclaves qui l'observaient en silence. « Maintenant, nous risquons tout pour toi, car c'est notre choix, notre humanité. Personne ne peut nous l'enlever. » La nuit s'écoulait lentement. Les esclaves veillaient à tour de rôle autour d'Élodie, s'assurant qu'elle était en sécurité, au chaud et protégée. Ils racontaient des histoires à voix basse, des souvenirs de leur terre natale, de familles perdues, de leur vie avant l'esclavage. Élodie entendait parler de villages d'Afrique de l'Ouest où Mamadou avait vécu en liberté enfant, de marchés animés qu'Ama avait fréquentés avec sa mère, de cérémonies et de célébrations qui n'existaient plus que dans les souvenirs. Pour la première fois, Élodie voyait les esclaves non pas comme des exotiques du domaine de son père, mais comme des êtres à part entière, avec leurs histoires, leurs rêves et leurs pertes. Et pour la première fois de sa vie privilégiée, elle comprenait véritablement le poids monstrueux de ce que sa famille faisait subir. Lorsque les premiers rayons de l'aube filtrèrent à travers les fissures du quartier des esclaves, Élodie n'avait pas dormi. Mais elle n'avait pas non plus été blessée, menacée ou violée. Elle était épuisée mais intacte,
protégé par ceux que son père appelait les animaux. Mais le comte ne voulait pas croire la vérité. Le bruit du cadenas qu'on ouvre résonna dans les quartiers des esclaves tel un coup de canon. Tous les esclaves se levèrent instantanément, le corps tendu, prêt. La porte grinça dans un grincement menaçant, et la lumière matinale inonda l'espace sombre comme une lame. Le comte Armand Dubois entra lentement, savourant l'instant. Il s'attendait à trouver sa fille anéantie, brisée, traumatisée, transformée en exemple vivant du prix de la désobéissance. Ses lèvres s'étiraient déjà en un sourire cruel d'anticipation. Mais la scène qui l'attendait le laissa perplexe. Élodie était assise sur le sol en terre battue, vêtue de robes déchirées, entourée d'esclaves qui formaient un cercle protecteur autour d'elle. Elle était pâle, épuisée, mais ses yeux verts brillaient encore de défi. Il n'y avait pas de larmes, pas de l'effondrement auquel il s'attendait. Les esclaves baissèrent rapidement les yeux, adoptant des postures de soumission affinées au fil des années de survie. Ils savaient que toute marque de bonté envers Élodie serait brutalement punie. Alors, ils allaient faire semblant, jouer le rôle que le comte attendait d'eux. Mamadou s'avança, la voix soigneusement dénuée d'émotion. « C'est fait, monsieur. » Les mots étaient brefs, volontairement ambigus. Il ne précisa pas ce qui était fait, car il ne pouvait mentir ouvertement, mais il pouvait laisser le comte tirer ses propres conclusions. Le comte entra dans le quartier des esclaves, scrutant la scène du regard à la recherche de preuves. Il examina Élodie de la tête aux pieds, à la recherche de signes de violence, de traumatisme visible. Elle soutint son regard sans ciller, une petite victoire qu'il interpréta mal. « Bien, » dit-il finalement, la voix chargée d'une satisfaction morbide. « Maintenant, tu as appris, mon enfant. Tu as appris ce que signifie défier l'ordre naturel des choses. » Mais Élodie fit quelque chose d'inattendu. Au lieu de baisser la tête en signe d'humiliation, elle se releva lentement, laissant tomber sa robe de ses épaules. Son corps tremblait d'épuisement et d'émotion contenue, mais sa voix était ferme et claire. « Vous avez tort, père. » Le comte fronça les sourcils, déconcerté par cette réaction inattendue. « Comment oses-tu encore me parler comme ça ? » « Ils ne m'ont pas touché, » poursuivit Élodie, chaque mot prononcé avec une précision délibérée. « Ils ne m'ont pas fait de mal. Ils ne m'ont pas violée. Ils m'ont protégée. » Elle se tourna vers les esclaves autour d'elle, et une trace de révérence se lisait dans ses yeux. « Vous m'avez jeté au lion, espérant qu'il me dévorerait. Mais j'ai découvert que les vrais monstres ne sont pas dans les quartiers des esclaves, mais dans les manoirs. » Le visage du comte passa de la confusion à l'incrédulité, puis à une fureur grandissante. « Que dites-vous ? Je vous le dis, maintenant je connais la vérité, » répondit Élodie, la voix plus forte. Le véritable esclavage ne réside pas dans les chaînes de fer qui vous lient les poignets. Il est dans le cœur des oppresseurs, qui choisissent de considérer les autres êtres humains comme des biens. Vous êtes plus prisonnier que quiconque dans ce quartier d'esclaves, père, prisonnier de votre propre cruauté. Le silence qui suivit fut absolu. Même les oiseaux dehors semblèrent s'être tus. Le comte regarda tour à tour sa fille et les esclaves, son esprit s'efforçant de comprendre l'impossibilité de ce qu'il entendait. Puis la révélation le frappa comme un éclair. « Alors tu as refusé ?» Sa voix, d'abord basse, s'éleva rapidement jusqu'à devenir un cri. « Tu as désobéi à mon ordre direct ?» Mamadou fit un autre pas en avant, se plaçant entre le comte et Élodie. C'était un geste délibéré et provocateur, le genre d'insubordination qui aurait normalement valu une flagellation publique, mais il n'y prêtait plus attention. « Tu nous as ordonné d'être des monstres, » dit Mamadou, sa voix résonnant sur les murs du quartier des esclaves, avec une autorité qui rivalisait avec celle du comte. « Nous avons choisi d'être humains, parce que c'est quelque chose que personne ne peut nous enlever, ni les chaînes, ni les fouets, ni toi. » Les autres esclaves se déplacèrent subtilement, serrant les rangs derrière Mamadou. Ce n'était pas une attitude agressive, mais ce n'était plus une soumission totale. Quelque chose avait fondamentalement changé cette nuit-là dans le quartier des esclaves. Une ligne avait été franchie, impossible à défaire. Le comte fit un pas en arrière et, pour la première fois de sa vie, une sorte de peur se lut dans ses yeux. Non pas une peur physique, il avait toujours des surveillants armés à l'extérieur, mais la peur de perdre le contrôle, de voir son autorité ouvertement contestée par ceux qu'il considérait comme inférieurs. « Vous allez payer pour ça !» cracha-t-il, la voix tremblante de rage impuissante. « Vous tous,
Je ferai un exemple inoubliable. Fais ce que tu veux, répondit calmement Mamadou. Tu peux nous fouetter, nous vendre, nous tuer, mais tu ne peux pas faire de nous les monstres dont tu as besoin pour justifier tes actes. Le comte se retourna brusquement et quitta le quartier des esclaves en criant des ordres aux surveillants. Sa voix résonna dans la cour, ordonnant chaînes, fouets et châtiments complexes. Élodie entendit son père jurer de se venger de tous ceux qui avaient participé à cette trahison. Mais en écoutant les menaces furieuses du comte, Élodie remarqua quelque chose qu'il n'avait pas remarqué. Le regard des esclaves avait changé. Ce n'était plus le regard soumis des vaincus. Il y avait là une étincelle, à présent, petite, dangereuse, impossible à éteindre. Le comte jura de se venger, mais il ignorait qu'il était déjà mort. Dans le Luberon, où le calcaire blanc déchire le ciel de Provence et où les vallées cachées recèlent des secrets anciens, naquit quelque chose que l'Europe n'avait jamais vu auparavant. Une communauté défiant toutes les lois, écrites ou non, de l'époque. Un lieu où la couleur de peau ne déterminait pas le destin, où les chaînes n'étaient que des souvenirs, où la liberté n'était pas un privilège mais un droit fondamental. Les habitants l'appelaient la communauté des invisibles, un nom à la fois descriptif et protecteur. Invisibles parce qu'ils avaient choisi de rester cachés des autorités françaises, qui traquaient les esclaves fugitifs avec férocité. Invisibles parce que le monde n'était pas prêt à accepter leur existence. Invisibles parce que l'histoire officielle préférait prétendre que de tels lieux étaient impossibles. C'était un village bâti sur un terrain accidenté, caché dans une vallée profonde accessible uniquement par des sentiers connus des seuls initiés. Les maisons étaient humbles, pierres et bois provenant de la montagne elle-même, toits de chaume changeant à chaque saison. Mais c'étaient de véritables maisons, pas des prisons. Chaque famille avait son espace, son intimité, sa dignité. Là, blancs et noirs vivaient côte à côte dans une égalité radicale pour le XVIIIe siècle. Ils travaillaient ensemble dans les champs escarpés où ils cultivaient des légumes robustes et élevaient des chèvres sur les coteaux. Ils partageaient leurs repas autour de feux de camp où s'échangeaient des histoires en plusieurs langues. Ils prenaient des décisions lors d'assemblées où chaque voix, homme, femme, ancien esclave, ancien aristocrate, avait le même poids. Là-bas, les enfants naissaient libres, vraiment libres, pas seulement sur le papier. Ils grandissaient en courant sur les sentiers de montagne, ignorant que dans un autre monde, ils seraient classés, séparés et limités par des catégories inventées par les adultes. Ils apprenaient 2 langues dès la naissance, le français et le wolof, parfois d'autres langues africaines que leurs aînés s'efforçaient de perpétuer. Ils chantaient des chansons mêlant mélodies européennes et rythmes africains, créant ainsi quelque chose de totalement nouveau. Ils respectaient toutes les croyances religieuses. Certains priaient le Dieu chrétien, d'autres les orishas africains, et d'autres encore maintenaient des pratiques ancestrales antérieures à toute religion organisée. Et ils apprirent que toutes ces croyances pouvaient coexister, que le divin était trop vaste pour tenir dans une seule doctrine. Élodie et Mamadou étaient les chefs de cette communauté improbable, non par contrainte, mais par le respect naturel que les autres leur accordaient. Elle avait tout sacrifié, nom, fortune, statut social, pour vivre selon ses principes. Il avait tout risqué pour la protéger, puis pour bâtir un lieu où d'autres comme eux pourraient vivre librement. Ils ne se marièrent jamais officiellement. Aucun prêtre ne bénit une telle union. Aucune autorité ne reconnut la légitimité d'un mariage entre un ancien aristocrate français et une ancienne esclave africaine. Mais ils étaient des partenaires de vie, au sens le plus profond du terme, unis par un traumatisme commun, par une résistance commune, par une vision commune d'un monde plus juste. Des années plus tard, par un après-midi ensoleillé, alors qu'ils avaient tous deux les cheveux gris et le visage marqué par des décennies de dur labeur, Élodie dit à Mamadou, tandis qu'il regardait les enfants jouer dans la vallée, « Tu m'as donné du courage alors que je ne savais pas que j'en avais besoin. » Ses mains, autrefois douces comme celles d'un aristocrate, étaient maintenant calleuses comme les siennes. Mamadou lui prit la main, entrelaçant leurs doigts avec la familiarité de quelqu'un qui partage une vie. « Et tu m'as redonné espoir quand j'avais oublié ce que signifiait avoir un avenir. » Ses yeux, qui n'avaient exprimé que de la douleur, brillaient maintenant d'une sorte de paix. Ils ont vieilli ensemble sur cette montagne. Ils ont vu grandir et avoir à leur tour des enfants
la première génération d'enfants véritablement libres. Ils ont bâti un héritage qui ne reposait pas sur de grands bâtiments ou une accumulation de richesses, mais sur la preuve vivante qu'un autre monde était possible. Mais le monde extérieur n'était pas prêt pour cette histoire. En 1753, moins d'un an après les événements du domaine du Bois, le gouvernement français publia une déclaration officielle. La ferme était déclarée abandonnée, ses terres confisquées par la couronne en raison d'une mystérieuse épidémie qui avait décimé tous les habitants. L'explication était commode et ne nécessitait aucune enquête plus approfondie. La vérité, bien sûr, était plus complexe et plus troublante. Le comte Armand avait disparu sans laisser de traces. Ses surveillants avaient été retrouvés morts dans des circonstances que les rapports officiels qualifiaient vaguement d'accidents. Le manoir avait été abandonné à la hâte, laissant derrière lui tout, sauf les êtres humains qui l'habitaient. Mais les autorités françaises refusèrent d'enquêter sur la disparition de 3 douzaines d'esclaves et d'un aristocrate. Cela équivaudrait à admettre que les esclaves pouvaient s'organiser, se rebeller et disparaître. Cela équivaudrait à reconnaître que le système de contrôle absolu était défaillant. Cela créerait un dangereux précédent à une époque où l'esclavage colonial générait d'immenses fortunes. Ils décidèrent donc d'effacer. Tous les documents relatifs à la famille Dubois furent systématiquement détruits. Documents d'achat d'esclaves, contrats de traite, correspondances, tout fut brûlé dans des bûchers officiels. Les bibliothécaires reçurent l'ordre de supprimer toute mention du comte Armand des archives publiques. Élodie fut officiellement déclarée décédée. Son nom fut inscrit au registre des décès de Marseille avec une date falsifiée et une cause inventée. Fièvre soudaine. Fille unique, sa mort mit fin à la lignée des Dubois. Aucun héritage à contester, aucun bien à revendiquer. Mamadou et les autres esclaves étaient répertoriés comme fugitifs dangereux, dans des bulletins qui circulèrent brièvement avant d'être archivés et oubliés. Leurs descriptions physiques étaient volontairement vagues, leurs noms africains mal orthographiés ou totalement omis. Aucune véritable tentative de les retrouver n'a été entreprise. Seuls des documents administratifs permettaient aux autorités d'affirmer qu'ils avaient fait leur devoir. La communauté du Luberon a été complètement effacée de l'histoire officielle. Les cartes de la région ne montraient pas la vallée cachée où elle se trouvait. Les recensements n'ont jamais recensé ses habitants. D'après les archives françaises, ces gens n'existaient tout simplement pas. Pendant des décennies, la communauté survécut dans l'anonymat. Les commerçants locaux qui remontèrent la montagne avec des provisions apprirent à rester discrets, en partie par sympathie, en partie parce que le commerce était lucratif. Les bergers qui traversaient à leurs terres détournaient le regard et gardaient le silence sur ce qu'ils voyaient. C'était une conspiration silencieuse de gens ordinaires protégeant quelque chose qu'ils savaient rare et précieux. Mais les secrets ne durent pas éternellement. En 1921, des archéologues de l'université d'Aix-en-Provence, explorant des ruines romaines dans le Luberon, tombèrent par hasard sur les ruines de l'ancienne communauté. Leurs découvertes les laissèrent perplexes. On y trouvait des structures en pierre partiellement préservées, dont l'architecture mêlait les styles européens et africains. Des outils agricoles de conception unique combinaient des techniques des 2 continents. Et, plus extraordinaire encore, des murs ornés d'inscriptions en français et en wolof, côte à côte, racontant des fragments d'histoire dans les 2 langues. Les archéologues ont également découvert des fragments de journaux intimes, des pages jaunies et fragiles où Élodie avait documenté les premières années de la communauté d'une écriture élégante, contrastant avec son contenu révolutionnaire. Elle avait écrit sur des assemblées où les décisions étaient prises démocratiquement, sur des mariages interraciaux célébrés sans autorisation officielle, mais avec la bénédiction de la communauté, sur des enfants qui avaient grandi en parlant plusieurs langues et en honorant plusieurs héritages. La découverte aurait dû faire sensation en matière archéologique. La preuve de l'existence d'une communauté interraciale égalitaire au XVIIIe siècle constituait une découverte historique d'une importance monumentale. Des universités du monde entier demanderaient l'accès au site. Mais le gouvernement français a réagi rapidement pour tout étouffer. Le site a été déclaré « zone de sécurité nationale » et fermé à toute recherche ultérieure. Les journaux et les artefacts ont été confisqués et enfermés dans des archives accessibles, uniquement aux fonctionnaires spécialement autorisés.
Les archéologues ont été découragés de publier leurs découvertes, sous peine de menaces voilées concernant leur avenir professionnel. En 1922, un rapport officiel déclara que le site n'était qu'un ancien village de bergers sans importance historique. Les inscriptions bilingues furent attribuées à du vandalisme moderne. Les journaux d'Élodie disparurent complètement, prétendument perdus, lors d'un transfert entre archives. La vérité a été enterrée à nouveau, mais pas morte. Aujourd'hui, alors que le XXIe siècle attire des touristes du monde entier vers les montagnes pittoresques du Luberon, ils empruntent des sentiers anciens, ignorant les histoires que recèle ce territoire. Les guides touristiques évoquent des vallées profondes et évoquent des paysages époustouflants, des vignobles historiques et des villages médiévaux préservés. Mais ils n'évoquent jamais la communauté de peuples invisibles qui prospéraient autrefois dans cette vallée, aujourd'hui recouverte d'une végétation dense qui dissimule des ruines sous les couches de terre et du temps. Les ruines sont toujours là, pour qui sait où chercher. Des murs de pierre partiellement effondrés, couverts de lierre et de mousse. Des fondations de maisons où des familles métisses élevaient leurs enfants libres. Des pierres portant des inscriptions usées par le temps, mais encore lisibles à l'œil attentif. Des noms en français et en wolof, des dates de naissance et de décès, des fragments de prières en plusieurs langues. Mais ce sont les habitants, dont les familles vivent dans ces montagnes depuis des générations, qui racontent les histoires les plus fascinantes. Les nuits sans lune, dit-on, quand le vent souffle d'une certaine direction à travers la vallée oubliée, on entend des choses. Le rire d'enfants qui ne devraient pas être là, jouant alors que tous les vrais enfants de la région sont déjà couchés. Le son des tambours battant des rythmes qui ne sont ni tout à fait africains, ni tout à fait européens, mais quelque chose de nouveau né de la fusion des cultures. Des voix chantant dans des langues inconnues, des mélodies qui n'apparaissent dans aucun livre de musique folklorique. Les sceptiques disent que ce n'est que le vent dans les arbres, les animaux nocturnes, ou l'imagination débordante de gens influencés par d'anciennes légendes. Mais il y a quelque chose dans la conviction des habitants, lorsqu'ils racontent ces histoires, qui fait réfléchir même les plus rationnels. Elles ne parlent pas de fantômes effrayants, mais plutôt d'une présence réconfortante, un souvenir vivant qui refuse de s'effacer complètement. Un vieux pasteur, dont la famille avait gardé le secret de la communauté pendant des générations, a un jour confié à un chercheur curieux « Mon arrière-grand-père a rencontré certains d'entre eux avant leur mort, les derniers à se souvenir des premiers jours. Il disait que c'étaient les gens les plus heureux qu'il ait jamais vus, malgré leur manque de ressources, parce qu'ils possédaient quelque chose de plus précieux que l'or. Ils jouissaient d'une véritable liberté, pas seulement de mots sur le papier. » Élodie mourut en 1798, à l'âge de 63 ans, entourée de la communauté qu'elle avait contribué à bâtir. Mamadou la suivit 3 ans plus tard, en 1801, atteignant 74 ans, un âge remarquable pour quelqu'un qui avait survécu au passage du milieu et à des années d'esclavage brutal. Ils furent enterrés côte à côte dans un simple cimetière au point culminant de la vallée, d'où ils pouvaient voir les montagnes s'étendre à perte de vue. Leurs pierres tombales, s'ils en ont jamais eu, ont disparu depuis longtemps. Mais on dit que 2 arbres y poussent, un chêne européen et un baobab africain, leurs racines profondément ancrées dans la terre, leurs branches se touchant comme des mains jointes. Botaniquement impossible, bien sûr, les baobabs ne poussent pas naturellement en France, mais l'arbre est là, défiant toute explication scientifique, tout comme la communauté bâtie par Élodie et Mamadou a défié toutes les attentes sociales de son époque. Élodie et Mamadou ont gagné, pas par la violence révolutionnaire que l'histoire célèbre habituellement, pas par la guerre qui renverse des régimes ou par des traités qui modifient les frontières. Ils ont gagné d'une manière plus profonde et plus durable. Ils ont gagné en restant humains, en refusant de devenir les monstres que le système tentait de les forcer à devenir, en prouvant que la dignité ne se vole pas, mais se donne, en construisant une alternative vivante à un monde qui soutenait que leur égalité était impossible. Et peut-être, juste peut-être, les voix que les habitants de la vallée entendent ne sont pas des fantômes du passé, mais des échos du futur, des rappels qu'un monde plus juste a toujours été possible, attendant simplement que des gens assez courageux le construisent. L'histoire d'Élodie et Mamadou est porteuse d'une vérité qui transcende les faits historiques. C'est l'histoire de choix qui définissent qui nous sommes vraiment,
lorsque personne ne nous regarde, lorsque faire le bien n'est pas récompensé, lorsque le prix du bien est trop élevé pour chacun. Élodie fut livrée en punition par son propre père, un acte de cruauté si monstrueux que l'esprit moderne peine à le comprendre. Elle fut jetée parmi ce que son monde appelait des « sauvages », censés prouver sa prétendue nature bestiale. Mais elle trouva l'humanité précisément là où elle s'y attendait le moins, parmi ceux que la société avait systématiquement déshumanisés. Mamadou a été traité comme un animal pendant des années, marqué, vendu, exhibé comme une bête exotique. Il a subi des outrages qui briseraient la plupart des gens. Mais lorsqu'on lui a donné l'opportunité de devenir le monstre que ses oppresseurs prétendaient qu'il était, il a choisi quelque chose de radicalement différent. Il a choisi d'être un homme, au sens le plus noble et le plus complet du terme. Leur histoire a été effacée, car elle révélait une vérité dérangeante que les pouvoirs établis ne pouvaient tolérer. Les esclaves avaient plus de morale, plus d'humanité, plus de dignité que leurs maîtres. Les peuples réduits à la propriété conservaient des valeurs que l'aristocratie avait perdues dans la quête du profit. La résistance n'a pas besoin d'être violente pour être puissante. Parfois, l'acte le plus révolutionnaire consiste simplement à refuser d'abandonner sa propre humanité. Élodie et Mamadou ont prouvé que la dignité ne dépend pas de la couleur de peau, du statut social, du lieu de naissance ou de la position dans une hiérarchie inventée par l'homme. La dignité est innée, quelque chose que nous portons en nous et que personne ne peut nous enlever, à moins que nous n'y renoncions volontairement. Ils ont également prouvé que les systèmes d'oppression reposent sur la complicité de tous, oppresseurs et opprimés, bénéficiaires et victimes. Lorsque les opprimés refusent d'intérioriser le récit de leur propre infériorité, lorsque les bénéficiaires rejettent des privilèges injustes, même au prix de leur propre sacrifice, c'est tout le système qui commence à se fissurer. Ce n'est pas seulement l'histoire de l'esclavage dans la France du XVIIIe siècle. Il s'agit de chaque fois où la société tente de définir l'humanité de certains comme moins précieuse que celle d'autres. Il s'agit de chaque fois où des personnes courageuses disent « non » à l'injustice, même en connaissant les conséquences. Il s'agit de chaque communauté qui se forme en marge d'une société respectable et qui prouve qu'un autre monde est possible. Et maintenant, je vous le demande. Combien d'histoires comme celle-ci ont été étouffées pour protéger la version officielle de l'histoire? Combien y a-t-il eu d'Élodie, ces privilégiés qui ont tout risqué par principe? Combien de Mamadou, ces personnes qui ont préservé l'humanité face à une déshumanisation systématique? Combien de communautés des invisibles ont prospéré en marge de l'histoire officielle, pour finalement être effacées parce que leur existence remettait en cause les récits que les puissants voulaient raconter? L'histoire ne se résume pas à une succession de faits dans les manuels scolaires. C'est une lutte constante pour savoir quelles histoires sont racontées, quelles voix sont entendues, quelles vérités sont reconnues. Et cette lutte se poursuit aujourd'hui, dans chacun de nos choix concernant ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut oublier. Si cette histoire vous a touché, vous a fait réfléchir, vous a incité à remettre en question les récits reçus, alors elle a rempli son rôle. Partagez-la, racontez-la avec vos propres mots. Cherchez d'autres histoires enfouies qui méritent d'être révélées. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires stimulantes, dérangeantes et stimulantes. Activez la cloche pour être averti, Sam, de la prochaine vérité oubliée. Partagez ces histoires avec ceux qui en ont besoin. Car en fin de compte, l'histoire appartient à ceux qui ont le courage de la raconter, pas à ceux qui tentent de l'enterrer, pas à ceux qui la déforment pour servir leurs propres intérêts, pas à ceux qui privilégient une version confortable qui ne remet pas en cause le statu quo. L'histoire nous appartient, à nous tous qui refusons d'oublier, qui insistons pour nous souvenir complètement, qui honorons ceux qui nous ont précédés en choisissant de poursuivre leur lutte pour un monde plus juste. Jusqu'à la prochaine histoire. Et n'oubliez jamais, chaque fois que nous racontons ces histoires, chaque fois que nous refusons de les laisser mourir, nous choisissons le camp d'Élodie et de Mamadou. Nous choisissons l'humanité plutôt que les systèmes. Nous choisissons la vérité plutôt que la commodité. Nous choisissons de rester humains.